bonsoir à tous. L'Université populaire est heureuse d'accueillir ce soir les 3 personnes qui sont à la table ici, qui vont se présenter tout à l'heure, ainsi qu'une autre intervenante qui tarde un peu à arriver. C'est pour ça qu'on a pris un petit peu de retard. Donc c'est une soirée qui est organisée, comme vous l'avez vu, autour d'un débat et d'une question qui est assez brûlante. Hein. C'est la question des jurys populaires. Donc on peut regretter qu'il n'y ait pas grand monde, mais en même temps on peut espérer que le savoir qui va être disséminé aujourd'hui va pouvoir essaimer un peu partout et avoir un débat beaucoup plus intéressant, peut-être à 15 qu'à 150. Donc je vais laisser la parole directement à M. Furini qui va commencer par présenter le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, je vais commencer par remercier Françoise Bressa-Blum, qui est présidente de l'Université populaire de Lyon et qui a organisé cet événement, qui a fait toutes les affiches qui sont très belles, avec l'aide d'un graphiste excellent. Et je pense qu'on peut l'applaudir également. Et alors, le sujet dont on va parler ce soir, c'est effectivement le suivant. Le sujet du jury populaire de cour d'assises qui est en train de disparaître dans notre pays, ce qui n'est pas rien, puisqu'on reviendra dessus, on reviendra un petit peu sur son histoire probablement. C'est une conquête de la Révolution française. Il a été créé en 1791, donc 2 ans après la Révolution. C'est un monument de notre histoire judiciaire, une conquête républicaine énorme. Et c'est celle-ci qu'on est en train de faire disparaître dans un quasi-silence médiatique, il faut le reconnaître, même si depuis qu'on mène le combat, ça y est, on commence enfin à poser le débat public et à en discuter dans les médias. Et c'est ce soir que l'on va poursuivre ce combat à travers nos différentes interventions. Alors à mes côtés, j'ai la chance d'avoir François-Louis Coste, qui est avocat général honoraire, que j'ai connu à l'Université Lyon 3, où j'ai fait ma thèse. On s'est connus à l'occasion d'un colloque sur les rangs judiciaires. Et on se retrouve de temps en temps, de colloque en colloque, pour mener des combats communs. Et celui-ci, ce n'est pas le moins intéressant. À mes côtés également, j'ai le plaisir d'être assisté à ma droite par Jean-François Barre, qui est vice-bâtonnier du barreau de Lyon, et qui est également actif dans ce combat, puisque le barreau de Lyon a adopté une motion assez récemment qui condamne justement les cours criminelles départementales, qui regrettent la disparition du jury populaire de cour d'assises. Le barreau de Lyon, qui par la suite a été suivi par beaucoup d'autres barreaux, le barreau de Saint-Étienne notamment, je le dis pour nos amis stéphanois. Je sais qu'à Lyon, il faut toujours parler un petit peu des amis stéphanois. Oui. Le barreau de Toulouse, le barreau de Paris, le Conseil national des barreaux, qui représente en fait tous les avocats de France. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une fronde qui se mène actuellement dans le monde judiciaire. Et aujourd'hui, on va essayer de vous retranscrire les raisons pour lesquelles cette fronde est menée. Il y aura également Nathalie Perrin-Gilbert, qui est adjointe au maire de Lyon, déléguée à la culture, qui va nous rejoindre dans quelques instants pour également donner sa position sur cette question. Sans plus attendre, je vais donner la parole aux intervenants. Je prendrai la parole à la fin. Je pense que c'est plus courtois quand on présente soi-même un débat. Et je vais commencer en donnant la parole à François-Louis Coste. Merci bien et merci de m'avoir convié à ce débat. J'y tiens particulièrement parce que pendant 40 ans, si je ne m'abuse, j'ai été magistrat du ministère public, c'est-à-dire procureur, avocat général à la cour d'assises, etc. Et j'ai eu dans ma carrière l'occasion par 2 fois de requérir dans des affaires de révision. Les affaires de révision, c'est particulier. C'est lorsque la Cour de cassation, après avoir instruit, s'interroge et se demande si il n'y aurait pas une erreur judiciaire, elle décide, compte tenu des éléments, de ressaisir à nouveau une cour d'assises en annulant l'arrêt de la précédente. Et elle dit à la nouvelle cour d'assises, rejugez, car nous avons des doutes, et dites-nous ce qu'il faut croire. Or, c'est un jury populaire qui avait condamné Patrick Dils
C'est un jury populaire qui avait condamné pour viol un garçon, Loïc Séché, qui avait toujours nié. Patrick dit que c'était plus compliqué parce que pendant la garde à vue, il avait avoué. Mais c'est un jury populaire ensuite qui a acquitté. Et je me posais la question, si dans l'intervalle, il y avait eu une réforme, qu'on avait supprimé, alors pour Dils, non, il était condamné pour 3 meurtres, pour 2 meurtres, ça restait dans la cour d'assises actuelle. Mais pour Loïc Séché, pour viol, voilà que après la révision, la loi change et on dit ça sera 5 magistrats professionnels qui le rejugeront. Je ne suis pas certain que nos 5 magistrats professionnels qui rejugeraient l'acquitteraient à nouveau. Alors vous me direz, mais la cour d'assises de révision, c'est celle qui elle est équivalente à celle qui a statué en dernier lieu. Et on pense toujours qu'il y a appel. C'est pas obligatoire. On peut demander la révision et n'avoir pas fait appel, alors que donc la première condamnation est devenue définitive. L'appel n'est pas une condition. Donc, à ce moment-là, on renverrait devant une cour d'assises de première instance qui serait la cour criminelle départementale. Donc, et pourquoi je me pose cette question ? Eh bien, en réalité, c'est tout le sens de la loi et de la démocratie qui me paraît atteint par cette réforme. Pourquoi ? Le 26 août 1789, c'est l'anniversaire, enfin, ça sera l'anniversaire le 26 août prochain, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, à mon avis, est un événement plus important que la prise de la Bastille. Mais peu importe. La loi est définie. C'est l'expression, d'abord, de la volonté générale. Si bien que, soyons clairs, de quoi est composée la cour d'assises ? De membres de la société qui sont réputés avoir eux-mêmes participé à l'élaboration de la loi, qui sont réputés s'être exprimés pour que la loi définisse de telle ou telle façon les crimes. Mais il n'y a pas que les juges. L'avocat général est également l'un de ses concitoyens. Et l'accusé aussi. L'accusé est accusé précisément parce que mon concitoyen a commis ce qu'il avait participé à définir comme interdit. Donc c'est un manquement à la parole donnée. C'est d'abord ça le crime. Et d'ailleurs, comme toute infraction, un manquement à la parole donnée. À l'occasion d'un acte qui est un viol, un vol, un meurtre, tout ce que vous voudrez. Mais ça, c'est l'occasion. Mais ce qui fait qu'il doit répondre devant ses pairs, c'est le manquement à la parole donnée. C'est le fait qu'il est citoyen ou concitoyen et qu'il a participé, il s'est exprimé, il est réputé s'être exprimé pour définir l'interdit. L'interdit, c'est-à-dire le dire entre tous. L'interdit. Et ce trait d'union, c'est ce qui nous fait un peuple. Nous sommes liés et en même temps nous sommes tenus à distance les uns des autres parce qu'on n'a pas le droit de marcher sur la plate-bande du voisin. On ne le vole pas, on ne le viole pas, on ne le tue pas, on se tient à distance. C'est le trait d'union de l'interdit. Et on a échangé la parole pour définir ce que l'on devait s'empêcher les uns les autres de se faire. Alors,
bien sûr que c'est compliqué de réunir une cour d'assises, mais symboliquement, c'est vraiment la démocratie. Seuls ceux qui font la loi, le peuple, est habilité à juger ceux qui la violent, au nom de cet échange de la parole. Alors, bien sûr que les magistrats professionnels, c'est aussi des concitoyens. Ils sont eux aussi co-responsables de la loi, c'est vrai. Mais s'il n'y a que, ça fait qu'il n'y a plus que des spécialistes. La loi, expression de la volonté générale, c'est pas la volonté de quelques spécialistes. C'est la volonté de tout un tas de gens qui ont des expériences de la vie différentes les uns des autres. S'ils ont tous la même expérience, parce que depuis qu'ils ont 25 ans et jusqu'à 65, ils traitent toujours les mêmes dossiers ou à peu près, voilà, c'est des gens habitués. Ils savent ce que c'est, affaire suivante, et ça permet d'aller plus vite. Mais d'aller plus vite, c'est-à-dire, au fond, de ne prendre en considération que le papier, le dossier, avec une figure là dans le box, c'est l'accusé, puis demain ça sera un autre, etc. Et ça n'engage pas grand-chose. Mais voilà, on a le souci de faire passer les affaires. Ce qui est très important, c'est que c'est cette multiplicité du regard porté sur l'accusé et dont l'acte est apprécié à l'aune de l'expérience de chacun. On a telle expérience de la fidélité, de la trahison, de l'amour, de la haine, de tout ce que vous voudrez. Chacun son expérience. Elle n'est jamais interchangeable. Il en va de même pour l'accusé. Et si on ne multiplie pas les regards, mon Dieu, le regard de tel spécialiste, ça n'est qu'un regard très partiel. Donc, je suis en effet chaudement partisan d'un maintien des jurys populaires. Oui, c'est plus compliqué, mais ça fait rien. Et il faut voir la justice avec sa complexité. C'est pas en essayant de rentabiliser les choses, d'aller plus vite, etc., que l'on améliorera la justice. Non, on en fera une affaire de spécialistes, de technocrates, finalement, ou de bureaucrates, pareil. Hein. Donc, opposons-nous et soyons opposés pour permettre autre chose. Permettre autre chose, c'est-à-dire finalement, Montesquieu disait que l'accusé doit pouvoir choisir ses juges. Oui, puisque c'est les concitoyens, donc il doit en choisir, c'est-à-dire pouvoir en récuser. Moi, j'accepterais à la limite la réforme si elle était choisie par les partis. Bon, vous avez le choix entre le jury populaire ou cette cour criminelle départementale. Vous avez le choix, mais il faut que tout le monde puisse choisir, aussi bien victime qu'accusé, et être d'accord sur ce choix. Là, à la rigueur, j'accepte. Autrement, je me suis très opposé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Oui, vous avez déjà bien mis en lumière le fait que, vous l'avez évoqué à travers vos mots, qu'il s'agit essentiellement d'une réforme gestionnaire. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Si on supprime les jurys populaires, c'est essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que ça prend du temps et que la justice, à moyen constant, manque de temps. Et la deuxième raison, c'est que les jurys, ça coûte un peu d'argent. On y reviendra. Et c'est pour ces deux raisons fondamentales qu'on supprime les jurys populaires. Ça nous prend un peu trop de temps et ça nous prend un petit peu trop d'argent sur les deniers publics. Sauf que c'est peut-être ça, justement, la condition d'une bonne justice. C'est que, justement, on y investit suffisamment de fonds et aussi qu'on prenne le temps de bien juger.
Pas comme on fait, vous avez entendu parler, je pense, des comparutions immédiates, des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité. Moi, tous les ans, j'emmène mes étudiants voir ce à quoi ça ressemble, et ils ressortent effarés. Étudiants de première, deuxième année qui voient pour la première fois comment on juge les gens en comparution immédiate ou en CRPC, ils sont effarés. Bref, on a déjà bien posé le débat, merci. Et je vais maintenant céder la parole à monsieur Jean-François Barre, vice-bâtonnier du barreau de Lyon. Merci à vous. Merci déjà d'avoir invité un avocat à travers le barreau de Lyon. Surtout vis-à-vis de cette réforme, et je trouve que le combat que vous menez est un combat sain pour la démocratie et qui est un combat nécessaire et utile. Malheureusement, pas relayé comme on aurait pu l'espérer par les médias avant que la réforme se mette en place, malgré les alertes qui avaient été données par les universitaires, par les avocats, les différents barreaux, comme vous le rappeliez tout à l'heure, puisque des motions ont été adoptées par les conseils de l'ordre des différents barreaux français. La conférence des bâtonniers, qui est aussi notre organe national, avait pris position, ainsi que le Conseil national des barreaux avait également pris position. On dit souvent que les avocats, on est parfois mal défendus, mal entendus, parce qu'on est une armée de Mexicaines face aux différents représentants, gouvernement et chancellerie. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, à l'unisson, les barreaux se sont levés pour dire « nous sommes opposés à cette réforme », d'autant plus que l'expérimentation qui avait été menée dans 15... si je ne me trompe pas, il y avait plusieurs cours qui avaient été choisis. Lyon n'en faisait pas partie. La cour d'appel, 15 cours d'appel avaient été choisis, mais la cour d'appel de Lyon n'était pas pilote, on va dire ainsi. Et le rendu de cette expérimentation était assez mitigé. On n'a pas attendu un travail sur ces conclusions-là. Immédiatement, au 1er janvier, on a mis en place les cours criminelles départementales. Lyon a voté le 11 janvier dernier cette motion, notamment pour plusieurs raisons. Et je relisais cette motion qui avait été adoptée à l'unanimité au barreau de Lyon, au Conseil de l'ordre, et notamment avec la nécessité de dire pour le barreau que la loi confiance du 22 décembre 2021, qui avait été adoptée et qui a mis en place la généralisation des cours criminelles départementales, était assez délicate dans son application. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'assistance du jury populaire disparaissait pour de très nombreuses infractions qui seront jugées au niveau criminel. Je crois que le taux est à peu près de 60%. Des infractions qui viennent devant la cour d'assises seront jugées à 60% par les cours criminelles départementales. Donc c'est vous dire aussi la machinerie qui est mise en place. Également, Lyon indiquait que le comité d'évaluation et de suivi, qui était daté d'octobre 2022 pour son rapport, le Conseil des barreaux, national des barreaux, avait alerté sur les dysfonctionnements et qu'il fallait en discuter davantage, et que malgré cela, le manque de moyens, de personnel, nous a-t-on dit, devait faire qu'au 1er janvier, il fallait tout de suite mettre en place cette réforme. Je pense que Benjamin, vous nous direz pourquoi ça a été le 1er janvier et pourquoi les choses n'ont pas été peut-être plus contradictoirement réfléchies. Et je rejoins ce que vous disiez, Monsieur Coste, sur le fait que cette réforme, elle n'a pas été discutée avec les avocats, absolument pas. Elle a été initiée par la chancellerie avec une volonté d'être imposée. Ce d'autant plus que notre ministre actuel, garde des Sceaux, était quand même le champion des cours d'assises. Celui qu'on a nommé acquittator aux plus de 100 acquittements, peut-être qu'il souhaite garder son record pour lui-même, mais en tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sera très difficile d'atteindre ce chiffre-là qui était assez extraordinaire. Et nous, les avocats, sommes très mécontents de la manière dont le ministre de la Justice n'a pas forcément écouté nos organisations nationales à travers le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers. Pourquoi on est contre cette réforme ? Pour deux points. Non pas de dire que l'avocat il n'aura plus l'acquittement aussi prestigieux que le garde des Sceaux, c'est pas ça. C'est surtout sur le principe que rappelait monsieur l'avocat général honoraire, qui est le principe de la justice souveraine à travers son expression
populaire et du jury populaire. À travers l'expression du jury populaire, depuis la Révolution, tout fonctionne. Je veux dire, ça a fonctionné de manière tout à fait remarquable au 19e, au 20e siècle. Tout a fonctionné. On a commencé à avoir quelques atteintes au jury populaire. Nous sommes passés de 9 jurés en première instance à 6, de 12 en appel à 9, pour des coûts budgétaires, en disant que c'était beaucoup de travail, qu'il fallait mettre en place une organisation importante, qu'il fallait diminuer le nombre pour soulager les uns et les autres. Et puis, inévitablement, on a eu cette disparition au profit d'une cour criminelle départementale qui est une cour exclusivement composée de professionnels. Alors des magistrats, un avocat honoraire. On a vécu la prestation de serment des avocats honoraires là il y a quelques mois, et un magistrat honoraire. Qu'est-ce qui est gênant? C'est bien évidemment ce rendu par la justice populaire vis-à-vis de ce qu'elle peut avoir comme richesse. C'est une expérience de juger. Denis Salas indiquait qu'il fallait avoir le courage de juger dans son ouvrage. C'est un courage qui n'est pas facile. L'acte de juger, je pense sincèrement que c'est un des actes les plus durs qui puisse être mis en œuvre par celui qui va rendre la justice. Et quand vous parlez avec des magistrats anciens, présidents de cour d'assises, des avocats généraux anciens, honoraires, ou des avocats généraux même actuels, tous vont vous dire que le jeu, l'investissement des citoyens dans cette justice, il est remarquable et il est formidable. Et ça, il faut en avoir conscience. Parfois, une affaire, elle dure 2 jours. Parfois, elle dure 2 semaines. Et pendant ce délai, les jurés vont se rencontrer, vont échanger. Et je peux vous assurer qu'au moment du tirage au sort, entre le moment où le juré va avoir reçu sa convocation, entre le moment où il va être plein de convictions, plein de pensées sur la justice. De toute façon, moi, c'est perpète pour un viol. Je ne comprends pas pourquoi on a des peines aussi faibles. Que fait la justice? Elle est laxiste. Je ne comprends pas pourquoi, inévitablement, on a tenu compte de telle excuse pour celui-ci, alors qu'on entend sans cesse le fait qu'il a perdu son papa quand il était petit, etc., etc. Moi, je vais y aller et je vais cogner. Et entre le moment où cette réflexion sommaire est prise, parce que dans les médias, on voit ces réflexions-là, et le moment où la décision va être rendue, on va constater une maturation dans les esprits. Et cette maturation dans les esprits, de la part des jurés, je trouve que c'est une chose qui est précieuse pour notre démocratie et notre société. Tous vont être convaincus, d'une part, de la difficulté de juger, de la complexité de l'œuvre de justice, et de juger l'autre qui est profondément humain, même si on peut le présenter comme un monstre ou quoi que ce soit, mais qu'en fin de compte, c'est insemblable. Et que de juger derrière des années de prison, eh bien, ça renvoie aussi à des éléments qui sont des éléments qui ne sont pas neutres. Et ce phénomène-là, pour l'avoir vécu, moi ça fait que 20 ans que je suis avocat, mais ce phénomène-là, eh bien, il apporte une grande confiance dans la justice. Quand vous arrivez à convaincre un juré, c'est finalement 20 ou 30 personnes qui sont convaincues, soit par la famille, soit par les amis, parce qu'aux prochaines réunions de famille ou au prochain discours entre amis, eh bien celui qui va dire au fait, il a pris 12 ans pour le braquage, qu'est-ce qu'il en a été? Eh bien, il a pris 12 ans, parce que je ne peux pas dire ce qu'il en est exactement dans ce qu'on a décidé, mais en tout cas, c'était pas si facile. Il avait une famille, il avait des conséquences, il y avait des conséquences sur la sanction, sur ce qui a été décidé, et que ce n'est pas si facile. Et la justice, on a pris le temps, etc., etc. Et en ayant ce réseau et ce relais, la confiance dans la justice, elle ne se décrète pas par une loi. Elle se décrète, elle intervient, cette confiance dans la justice, par le partage des expériences. Et je suis profondément convaincu que le juré qui va partager son expérience va convaincre aussi autour de lui de l'utilité du jury populaire. Et il est dommage que pour 60% des affaires, on évince ce jury populaire. Ça, c'est le premier point, et c'est un point qui est fondamental. On voit la richesse de ces hommes et de ces femmes qui ne sont pas habitués à juger et qui peuvent poser des questions très pertinentes
pendant les audiences et qui sont encadrés par les magistrats professionnels dans un encadrement qui reste loyal et dans un encadrement qui reste respectueux des uns et des autres. Le deuxième point, c'est pour les avocats, maintenant, un changement de paradigme à travers l'intervention, la plaidoirie, la préparation du dossier. Vous me direz, le jury populaire, il est facile à convaincre, on peut le retourner sur des larmes. Pour tous ceux qui ont vu le film 12 hommes en colère avec Henri Fonda, au final, il suffit d'un seul pour retourner l'ensemble des jurés. Bon, c'est Hollywood, c'est un joli film qui est visionné dans les écoles des avocats, parce que c'est aussi un point intéressant. Mais en tout cas, pour l'avocat, c'est sûr qu'on va plaider différemment. C'est une évidence. Vous allez me dire, mais vous faites du pathos devant le jury populaire. Non, parce que le pathos, ça va à petite dose, mais à grande dose, on est plus ridicule qu'autre chose. Mais c'est une technicité qui va être différente. C'est-à-dire que nous, ce que l'on craint, c'est que l'on ait moins de temps. La justice de la cour d'assises est une justice de luxe. C'est encore le seul moment où on peut ouvrir un dossier, on peut discuter les uns les autres de la personnalité de l'auteur, des faits qui ont été commis, des expertises psychiatriques et psychologiques, des expertises balistiques, où on a à avoir du temps pour discuter et avoir un contradictoire qui soit plein et entier. Maintenant, cette cour criminelle départementale, elle va se résumer à quoi? Elle va se résumer à des points très spécifiques sur lesquels on va savoir que les magistrats nous attendent, au final, une sorte de mise en état de nos questions techniques. Elle va se résumer aussi, à mon sens, à des points qui sont des points habituels devant les tribunaux correctionnels qui jugent les infractions telles que les infractions de criminalité organisée, les crimes org, là où on a des magistrats qui sont aussi très attentifs à ce qu'il en est de la culpabilité. Et en fin de compte, on va perdre tout ce qui fait le souffle de la cour d'assises. Je ne sais pas si mon confrère Doyer, qui avait fait avec vous son intervention, vous en a parlé, mais le souffle aux assises, il est essentiel. Avec les jurés qui vous regardent, avec cette envie de capter un à un chacun des jurés pour essayer d'emporter une adhésion. Et surtout, principalement, je vous livre un secret de fabrique, quand vous êtes avocat, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez juste de ramener un peu plus d'humanité à celui qui est accusé, un peu plus d'humanité à celui qui va être condamné par la cour d'assises, et le rapprocher des uns et des autres en disant oui, ce pourrait être mon voisin, ce pourrait être quelqu'un de ma famille qui a commis l'infraction. Donc on est assez craintif de tout cela. À Lyon, il faut savoir que la première session des cours criminelles départementales, elle est sur 2 semaines. Elle aura lieu du 26 juin au 7 juillet, me semble-t-il. Alors tout ça a lieu à la cour d'assises, parce que Lyon, on a la cour d'assises dans le ressort de la cour d'appel. Donc tout ça aura lieu dans la salle de la cour d'assises qui est située à la cour d'appel. Ce sera public, sauf huis clos, mais chacun peut venir voir la différence entre une cour d'assises et une cour criminelle départementale. Donc on va être très attentif au combat aussi qu'il faut mener. On en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'on y reviendra. Je trouve que c'est une très bonne idée et je crois qu'on va mettre cela en place, mais je vous laisserai l'expliquer si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis, cette crainte qui est, à mon avis, légitime. On va perdre beaucoup. On va perdre beaucoup. Alors, le combat, il n'est pas fini. C'est une bataille qui est remportée pour la mise en place par la Cour criminelle départementale. Il y a encore d'autres batailles à livrer. Je pense beaucoup que le RITEX, vous savez, le fameux RITEX qu'on appelle dans les sociétés le retour d'expérience, le RITEX, le retour d'expérience de ces cours criminelles départementales vont faire qu'on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. J'en suis convaincu. Je pense que les magistrats actuels de la cour d'assises de Lyon peut-être partageront ce sentiment. Là où on va audiencer, là où les choses vont être audiencées de la même façon qu'une affaire de viol qui était audiencée par la cour d'assises au niveau de la durée, là où finalement, économiquement, indemniser un juré vaudra peut-être presque autant que de solliciter des magistrats qui sont déjà en sous-effectif au tribunal judiciaire, là où également on va nous dire que c'est quasiment le même taux d'appel que pour les cours d'assises de première instance, c'est faux. Le retour d'expérience indique que l'appel des cours criminelles départementales est supérieur
aux cours d'assises de première instance. Alors, le garde des Sceaux qu'on a rencontré fin janvier à la conférence des bâtonniers nous a dit non, mais vous inquiétez pas, certes, c'est un peu plus important, mais ils vont se désister, et puis on enregistrera des désistements dans les chiffres, et finalement, ce sera kiff-kiff bourricot, ce sera la même chose, et vous verrez qu'on a eu raison. Bon, je ne suis pas certain, mais bon, si c'est son doudou pour être convaincu, et si on l'a convaincu comme ça, on a été très étonnés du retournement de veste de la part de notre ancien confrère. D'ailleurs, moi, je pensais que pour lui, les choses étaient sacrées au niveau du jury populaire. Lui qui avait si ferraillé contre les magistrats en disant les acquittements, je les ai obtenus par le jury populaire, par les jurés et non pas par les professionnels. Moi, j'ai été assez, je le dis de manière tout à fait simple et convaincu, j'ai été assez étonné du fait qu'il porte cette réforme jusqu'à son terme. Voilà ce que je voulais vous dire d'un point de vue de l'avocat. On a des craintes, je pense qu'elles se réaliseront et qu'on saura ensuite se dire, effectivement, on s'est trompé. Tiens, si dans les cours criminelles départementales, on n'inviterait pas les jurés. Vous verrez peut-être que dans 4 ou 5 ans, on aura une composition avec 3 magistrats professionnels et peut-être 2 jurés tirés au sort. Et que finalement, ça s'appellera un petit peu comme on avait l'habitude avant de la cour d'assises de première instance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur le vice-bâtonnier. Vous avez insisté sur beaucoup de points fondamentaux. L'un d'entre eux étant que le jury, c'est vrai que c'est une fabrique de citoyenneté. C'est un moment qui favorise des véritables éclosions citoyennes. On se rend compte véritablement de la manière dont la justice est rendue, de la complexité que ça implique d'avoir à juger son prochain, de la complexité des affaires qu'on a à juger. Quand on entend le récit de la victime, le récit de l'accusé, les différents témoins, on se rend compte que tout ça, c'est pas si simple. On a moins tendance à écouter ce grand professeur de droit qui est Cyril Hanouna. On écoute peut-être, on complexifie en tout cas son regard sur les affaires. Et il faut reconnaître qu'il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été écrits dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine de la sociologie, de l'ethnologie, des ouvrages basés sur des entretiens avec d'anciens jurés. On leur demande, mais qu'est-ce que ça vous a fait ? Qu'est-ce que ça vous a fait, cette expérience ? Et ce qu'ils répondent, les anciens jurés, alors déjà, c'est une première chose, c'est que ça a été pour eux un moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient légitimes à juger, déjà, et c'est un moment qui leur a donné une très grande fierté. Ils ont été fiers de rendre service quelque part à la collectivité en tranchant un problème qui lui était posé. Et je trouve que dans le contexte actuel, où on parle beaucoup, vous savez, de perte de sens dans le travail, dans sa vie privée, dans plein de choses, eh bien avoir une institution qui redonne un peu de fierté aux gens, c'est pas mal. C'est quelque chose d'assez important. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'anciens jurés qui se rendent compte qu'être citoyen, c'est pas simplement aller ponctuellement dans un isoloir pour déposer un bulletin de vote, mais ça peut aussi être autre chose. S'emparer soi-même de problèmes posés à la collectivité, ils vont s'engager dans des actions associatives, ils vont s'engager dans plein de choses, ayant pris conscience qu'être citoyen, ça allait au-delà du vote. Et c'est un point fondamental. Et pour ce qui... Oui. Permettez-moi juste une remarque, parce que ce que vous dites est très très juste. Et de l'expérience que l'on a, on voit que quand les jurés ont passé 3-4 jours ensemble, ou parfois, une session d'assises, c'est plusieurs affaires, c'est plusieurs dossiers. Et quand vous tirez tous les mois de septembre de chaque année, on se retrouve à la cour d'appel parce que les textes l'imposent et il y a un tirage au sort. Les communes ont l'obligation de donner sur leur liste électorale un certain nombre d'électeurs et selon la taille, envoient à la cour d'appel, au greffe de la cour d'assises, ces désignations. Et avant, on tirait sur une grande table. Le texte prévoit un avocat, des magistrats, des membres de la cité. On tirait au sort les différentes personnes qui pourraient composer les jurés. Puis on voyait des tampons de mairie, Lyon 6e, Vaux-en-Velin, Vénissieux, Rieux, Chaponneau. Donc on tirait un peu de partout les jurés qui allaient composer ensuite le jury de cour d'assises. Quasiment 1200, 1500 personnes sont tirées au hasard chaque année, puis après vous êtes encore tirés au sort, pour composer le jury de la session. Dans une session, il peut y avoir plusieurs dossiers, parce que la juridiction de la cour d'assises n'est pas une juridiction permanente. Et les jurés peuvent donc être tirés au sort pour 1, 2, voire 3 dossiers dans la même session. Et vous apercevez
quand ils sont fréquentés, que les liens sont là, qu'ils restent très solidaires entre eux, que parfois ils se retrouvent plusieurs mois après ou années à se raconter ce qu'ils ont vécu comme expérience et que ça donne du lien. Eh bien, la fraternité, dans notre devise républicaine, elle passe aussi par ces moments-là. Avant, c'était le service militaire qui brassait aussi les populations. On nous retrouvait, chacun d'eux pouvait, de différents horizons, se voir. C'est pareil pour un jury populaire. Vous avez le banquier qui va rencontrer l'électricien, le vétérinaire qui va rencontrer le secrétaire médical, peu importe. Et ça aussi, ça donne du lien, c'est être citoyen, ça donne du sens, que vous disiez en début d'intervention. Ça donne du sens. Eh bien, on nous l'enlève. C'est dommage. Parce qu'une république, une démocratie, elle se vit aussi par des moments de partage comme ceci. Oui, pour aller dans votre sens, je sais même que j'ai appris ça en menant ce combat, qu'il y a même des conseils d'anciens jurys qui se forment. Je sais qu'il y en a un dans le Nord, ça s'intitule le Conseil des anciens jurys du Nord, et qui se retrouvent annuellement pour discuter aussi des affaires qu'ils ont eu à traiter. Et c'est vrai que dans ce Conseil des anciens jurés, on trouve, alors moi quand j'y suis allé, il y avait un sous-marinier déjà, que je n'avais jamais rencontré personnellement, il y avait une caissière, il y avait un qui avait une fonction il n'était pas trader, mais c'est un petit peu une fonction analogue à trader. Vous imaginez, on a des profils extrêmement différents. Et c'est vrai que oui, c'est un vecteur de lien social. C'est quelque chose qu'on ne se retrouvera pas effectivement avec les cours criminelles départementales, on y reviendra tout à l'heure, puisque en fait, les cours criminelles départementales, pour simplifier un peu le propos, vous remplacez 6 jurés citoyens par 2 magistrats qui généralement sont des magistrats retraités. Donc en fait, vous remplacez 6 citoyens avec le tirage au sort sur les listes électorales, avec tout le brassage que ça implique, par 2 retraités. Je ne peux pas le dire autrement, c'est ça la réalité. J'ai rien contre les retraités, mon propos n'est pas de faire du jeunisme, mais je veux dire tout de même qu'en termes de rencontres, de brassage, de diversité, on n'est pas tout à fait sur la même qualité. Et dernière chose, avant de donner la parole à Nathalie Perrin-Gilbert qui nous a rejoint, vous avez insisté sur le fait que le garde des Sceaux, effectivement, avait, en même temps qu'il avait raccroché sa robe, retourné sa veste sur cette question des jurés populaires, puisqu'il en a été un ardent défenseur, effectivement. Et c'était juste pour vous donner le mot d'un avocat qui s'est exprimé sur ce sujet dans le cadre de mon Tour de France, parce que sachez que c'est la 13e étape du Tour de France que je suis en train de mener sur ce sujet, sachant qu'il y a à peu près 20 dates, donc on a un peu dépassé le mi-parcours. Et il a dit cette chose très juste, il a dit finalement, Dupond-Moretti qui supprime les jurys populaires, c'est un peu comme si Raphaël Nadal supprimait Roland-Garros. Et j'ai bien aimé cette formule, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce que vous disiez, après moi le déluge finalement. Après moi le déluge, moi j'en ai profité, et je ne laisserai pas les autres le faire plus tard. Je vais donner la parole à Nathalie Perrin-Gilbert, qui est adjointe au maire de Lyon, déléguée à la culture. Merci beaucoup. Et tout d'abord, veuillez excuser mon retard. J'étais juste auparavant avec les musiciens et les musiciennes de l'Orchestre national de Lyon. Ça va intéresser des représentants du personnel, mais sur les questions de revalorisation salariale, puisque nos musiciens sont les plus mal payés de France, des orchestres de France. Mais là où j'étais heureuse aussi, on a établi, ce n'est pas ma première rencontre avec eux, mais vous allez voir pourquoi je vous explique ça, c'est pas tout à fait une négression, mais on s'est établi du coup un calendrier de rencontres jusqu'en juin 23 là, pour se mettre d'accord sur une grille de revalorisation salariale. Mais je leur ai dit une fois qu'on aura passé cette étape, qui est essentielle, indispensable, parce qu'on doit faire ça, j'aimerais qu'on continue à se voir et à travailler ensuite ensemble sur la place et le rôle de l'artiste, du musicien. C'est quoi l'orchestre aujourd'hui? C'est quoi l'orchestre demain? Comment on peut réfléchir des politiques publiques, y compris ensemble? C'est quoi un orchestre permanent? C'est quoi ses missions? Mais la volonté, c'était vraiment d'associer les musiciens et donc les premiers acteurs de l'orchestre à une politique publique et d'entrer dans le dialogue avec eux et de dire voilà, l'élu est là pour à un moment donné donner des orientations, pour évidemment ça n'empêche pas un dialogue, une écoute et une co-construction même de politique publique et là donc et en effet ça prend du temps. Ce que j'ai entendu dans votre
dans votre propos. J'ai relevé finalement la notion d'expérience. C'est une expérience humaine que de juger, et donc on va partager, enfin les jurés tirés au sort vont partager cette expérience. J'ai entendu aussi la notion de temps beaucoup et de durée. Ils vont partager cette expérience durant un temps qu'ils choisiront ou non, mais qu'ils pourront choisir de prolonger en continuant à se rencontrer après ou à se voir après. Et moi, je suis persuadée finalement, en y réfléchissant, puis en préparant ce débat, et puis en vous écoutant là tout de suite, en écoutant ce premier propos, que finalement le garde des Sceaux, est-ce qu'il a vraiment tourné sa veste, ou est-ce que c'est finalement un homme qui essaye d'être de son temps et qui est quand même un temps et demi, enfin une époque, un homme de son époque, et qui est une époque, il me semble, ennemie du temps long, justement, ennemi aussi de la pensée complexe, et d'admettre qu'un homme ou qu'une femme qu'on va juger, c'est pas seulement en effet un monstre, c'est très facile de cataloguer ou de résumer une personnalité à un être monstrueux, mais que d'accepter la complexité de l'individu, de ses facettes, d'un contexte. Et donc je pense que cette suppression, alors elle n'est pas que ça, mais elle est symptomatique aussi de notre époque, qui refuse ce temps long, qui refuse cette complexité. Et d'ailleurs, il me semble que le garde des Sceaux justifie aussi cette réforme. Il faut juger plus vite, il faut accélérer le temps de la justice, et ça ferait partie de cette accélération nécessaire. Et puis, il y a toujours cet objectif aussi de rentabilité. Il faut que ça coûte moins cher. Il faut que la justice coûte moins cher et aille plus vite. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit en supprimant les jurés populaires, le jury populaire, et du coup, d'où l'importance de l'évaluation qui sera faite. Mais c'est quand même ça le maître mot. Aller plus vite, gommer des complexités et que ce soit plus simple et efficace, en tout cas moins cher. Donc je dirais que c'est plutôt ça fait partie à mon avis des symptômes d'une époque ou d'une période que nous traversons. Alors moi du coup je ne vais pas avoir le point de vue de l'universitaire, le point de vue du juge, le point de vue de l'avocat, j'aurai juste le point de vue d'une femme engagée en politique. Ce que j'observe, c'est que cette mesure, elle va aussi dans un sens que j'observe autour de moi, qui est l'éloignement du citoyen, de la citoyenne, de la prise de décision, ou du lieu et du moment de la prise de décision. Voilà. Même si la démocratie représentative, dont je suis un exemple ou un symptôme, je ne sais pas à mon tour, même si on voit que cette démocratie représentative, elle va très mal, l'abstention en est un élément qui le montre très fortement. Nous devons réinterroger la démocratie représentative, eh bien, on continue à instaurer des modes de fonctionnement qui éloignent toujours un peu plus cette démocratie représentative du citoyen du citoyen et de la citoyenne. Et même des élus qui défendent, alors on va l'appeler une démocratie continue, une démocratie ouverte. D'abord, moi, j'aime pas trop finalement qu'on mette plein d'adjectifs à démocratie. Il faudrait parler de démocratie tout simplement. Ça me gêne un peu qu'on soit toujours obligé de rajouter quelque chose après démocratie. Ça aussi, pour moi, c'est un petit peu symptomatique. Mais même des élus dont j'ai fait partie, j'ai moi-même parlé de démocratie continue à un moment donné, quand j'étais maire du 1er arrondissement par exemple, je disais exactement ça. La démocratie ne s'arrête pas au moment où on met le bulletin dans l'urne, et il faut continuer à faire vivre la démocratie. Et du coup je parlais de démocratie continue pour dire entre deux élections il y a ce continuum.
Mais finalement, je m'interroge moi-même sur est-ce que j'avais raison de parler de démocratie continue. C'est tout simplement de la démocratie, quoi. Voilà. Mais donc, même chez des partisans et des personnes qui s'interrogent sur ces questions, je me rends compte que nous continuons à éloigner le citoyen de la décision politique, voire, pire pour moi encore, l'élu de la décision politique. Et au sein de mon exécutif, enfin au sein de l'exécutif auquel j'appartiens, j'ai pu poser ce type de questions parce que ce dont je me rends compte, c'est qu'on continue de diluer la responsabilité politique. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous sommes un exécutif qui continuons à créer ce que nous appelons des SPL, Sociétés publiques locales. Nous le faisons pour l'organisation des transports en commun, avec finalement, on avait une autorité qui s'appelle le Citral, et aujourd'hui, on a voté, alors je ne l'ai pas voté, mais la création de différentes SPL pour gérer l'organisation des transports en commun, avec au final une moindre représentation des élus dans ces sociétés. Alors une SPL, c'est une société publique locale, pardon. Et on confie finalement notre responsabilité politique à des sociétés où les élus sont présents, mais moins nombreux, où la diversité des élus et de l'exécutif, la diversité des élus n'est pas présente. Seuls quelques élus sont présents et ne représentent pas la totalité de l'hémicycle. Et puis surtout, on confie le pouvoir de décision, excusez-moi, je ne veux choquer personne, mais à des techniciens. Voilà. Et quelque part, on se démet d'une responsabilité qui nous a été confiée par le peuple à travers l'élection, aussi imparfait que soient nos élections, etc. Et donc, même des personnes attachées à ce principe démocratique et qui sont prêtes à réinterroger la démocratie représentative et à parler de démocratie participative, de démocratie continue, etc., à mon sens, on ne va pas toujours dans le bon sens en n'assumant pas nous-mêmes notre responsabilité politique et du coup notre obligation de rendre des comptes, de redevabilité devant le peuple et devant les personnes qui nous ont élus. Et peut-être, et pourquoi je parle de ça, c'est parce que je faisais ce lien avec le fait de confier finalement la justice rendue au nom du peuple à des professionnels et à éliminer les représentants du peuple du moment où l'on rend justice. Voilà. Et à cette espèce de professionnalisation, alors soit de professionnalisation de la politique, avec des élus qui ne rendent pas compte, qui n'associent pas les citoyens, mais même là, nous avons tendance à nous débarrasser finalement de notre responsabilité politique pour la confier à des techniciens dits spécialistes. Et donc voilà, il y a ce mouvement-là de confier la prise de décision à des spécialistes, à des professionnels. Et à mon sens, c'est vraiment un problème démocratique qui se pose profondément à nous. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Ensuite, il me semble aussi extrêmement important, et vous l'avez souligné en parlant de Cyril Hanouna, et j'en aurais parlé aussi, c'est tellement simple aussi, et c'est tellement dangereux finalement. Pour moi, il y a un principe d'éducation citoyenne ou de culture citoyenne à entretenir. Donc les élus que nous sommes, les élus politiques, nous avons cette obligation-là. D'une part, c'est le minimum en rendant des comptes, mais aussi en associant le mieux possible les citoyens à nos prises de décision. Donc ça implique des parcours aussi peut-être un peu plus longs, parce qu'en effet, il y a une forme d'éducation aussi à la prise de décision, à prendre en compte les tenants et les aboutissants d'un problème, et que c'est pas simple de faire un choix, de prendre une orientation. Donc, associer les citoyens à la prise de décision politique, ça demande plus qu'un référendum, ça demande plus que de poser une question a priori simple, avec a priori une réponse simple, oui ou non. Ça implique vraiment de cheminer ensemble et de voir ensemble les différents éléments de la question. Eh bien, c'est pareil finalement sur la justice, c'est-à-dire que rendre justice ensemble, ou essayer de rendre justice ensemble, c'est cheminer ensemble vers cette
prise de décision envers un être qui est devant nous. Et ne plus associer les citoyens à cela, c'est les renvoyer à une forme de populisme, il me semble, et les renvoyer vers les réseaux sociaux, et les renvoyer vers certaines chaînes où on a quelques pseudo-tribuns qui vont rendre justice eux-mêmes. Des Pascal Pro, pour ne pas citer que Cyril Hanouna, et qui vont finalement faire justice à la place de la justice, dire où est le bien, où est le mal, d'une manière très caricaturale, sans connaître le dossier, sans avoir pris le temps, encore une fois. Et quelque part, c'est nier cette dimension finalement de culture citoyenne ou d'éducation citoyenne nécessaire. Et c'est alimenter aussi une justice où le sentiment de faire justice via les réseaux sociaux, à travers son écran de télé. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Vous parliez tout à l'heure de fraternité. C'est une manière aussi, à mon sens, de créer de la haine et d'empêcher ce lien de fraternité d'exister. Voilà. Et de faire monter aussi des positions extrêmes. Voilà, donc pour moi, je ne serai pas plus longue parce que je donne qu'un point de vue extérieur un petit peu au sujet et avec toute sa complexité justement, mais c'est à la fois un symptôme de notre époque et à la fois un symptôme d'une démocratie qui ne se porte pas bien. Et bien sûr que les élus ont aussi toute leur responsabilité dans le fait que cette démocratie ne se porte pas bien. Après, je préfère participer à l'échange en fonction des questions qui se poseront. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Perrin-Gilbert, que je partage en tout point, notamment lorsque vous avez commencé votre intervention en évoquant la dimension de la durée, enfin du temps, qu'on ne consacre plus, comme si prendre du temps, c'était perdre son temps, alors qu'en réalité, prendre ce temps, c'est ce qui permet justement à tout ce qu'on fait d'être humanisé. C'est prendre le temps de l'humanité. C'est pas ne percevoir les choses essentiellement, exclusivement, même sous le prisme du résultat. C'est voir le chemin qu'on parcourt, et ça rejoint votre deuxième idée du cheminement. C'est le fait qu'on chemine ensemble et que finalement, la justice notamment, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des statistiques, c'est aussi des êtres humains, c'est tellement évident de le dire, mais c'est pourtant ça qui est en jeu. C'est aussi des êtres humains qui sont derrière ces chiffres, et que les affaires judiciaires, on ne peut pas les résumer à un tableur Excel avec des petites croix et des petits bâtons. Et je crois effectivement que la justice, ça fait longtemps, malheureusement, qu'elle est concernée par ce qu'on appelle maintenant vous savez, le New Public Management, cette idée selon laquelle on va appliquer les mêmes logiques que celles qu'on trouve dans le privé au service public et notamment à celui de la justice, et où finalement tout ce qu'on va en tirer, c'est qu'on va essayer d'aller plus vite, on va essayer d'accélérer les rendements, et on retrouve maintenant cette rhétorique-là dans le domaine judiciaire. La réforme dont on est en train de parler ce soir, elle est faite, et si vous lisez l'argumentaire de ceux qui la défendent, pour gérer du stock, pour accélérer les flux. Il y a vraiment cette logique, alors qu'encore une fois, derrière, on est en train de parler de personnes accusées d'infractions qui leur font encourir des peines de prison et des peines d'emprisonnement énormes, qu'on parle de victimes qui ont subi dans leur chair des choses extrêmement graves. Bref, il me semble que poser les débats dans ces termes-là est extrêmement dangereux pour notre justice. Et je vais aller un peu plus loin. Si on continue à suivre cette pente-là, actuellement, on a supprimé les jurys populaires, c'est ce contre quoi on est en train de se battre, dans 60% des dossiers. Mais si vous avez ce même prisme de lecture que vous allez voir 20 ans plus loin, eh bien, je vous le dis, les jurys populaires, ils auront soit totalement disparu, soit presque disparu. On les conservera de manière très très symbolique pour les affaires peut-être les plus graves, peut-être je sais pas en appel pour les meurtres et les empoisonnements par exemple, mais ils auront disparu dans les autres affaires parce qu'on aura appliqué la même logique. Ah mais oui, alors c'est vrai que les jurys citoyens ils rendent une bonne justice, mais vous comprenez, ça prend trop de temps, et puis là on a trop d'affaires à juger, et puis accessoirement ça coûte un petit peu trop cher parce qu'il faut les indemniser, etc. J'y reviendrai sur l'indemnisation d'ailleurs. Et oui, je pense véritablement que si on ne met pas une digue maintenant, et c'est aussi ce qu'on participe à faire ce soir et dans le cadre de ce combat, c'est que on met une digue, on pose une digue pour ces évolutions néfastes futures pour empêcher qu'elles adviennent.
C'est ce qui est déjà, je pense, une première victoire pour nous, d'arriver à poser ce débat de public et arriver à poser cette première digue. Maintenant, si le combat pouvait être victorieux et nous permettre véritablement de chasser ces cours criminelles départementales sans jury, ça serait formidable. Alors, je suis le dernier à prendre la parole et beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Je vais articuler mon propos en 3 points. Je vais vous expliquer, peut-être faire une synthèse, même si beaucoup de choses, encore une fois, ont déjà été dites, des raisons qui militent pour préserver les jurys populaires. Je ne peux même plus dire préserver maintenant, c'est les rétablir en réalité, parce qu'encore une fois, depuis le 1er janvier 2023, ils ont disparu dans plus de la moitié des affaires, ce qui signifie tout de même que la participation citoyenne à la justice criminelle est devenue minoritaire dans notre pays. Ce qui est une première depuis 1789, donc c'est pas rien. On est en train de parler on est en train de vivre en vérité un moment historique néfaste, hélas, ce qui rendrait la victoire d'autant plus belle. Donc je vais commencer par cela. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur le premier bilan de l'expérimentation de ces cours criminelles départementales. Parce que ces cours criminelles, elles ont d'abord été instaurées justement à titre expérimental, dans une quinzaine de départements à la base, et ensuite il y a eu un peu plus de départements concernés. Et le bilan qui a été dressé par un comité indépendant d'évaluation est un bilan en réalité assez calamiteux. Alors certains diront mitigé, au mieux mitigé, et au pire calamiteux selon la lecture qu'on en fait. Et dans un troisième temps, je vous exposerai l'état du combat sur le terrain politique et également sur le terrain juridique, comment on pourrait véritablement atteindre notre objectif, à savoir de faire tomber les cours criminelles départementales et de préserver le jury populaire. Et vous allez voir, il y a au moins 2 pistes qui pourraient être fructueuses. Pour ce qui est des raisons qui militent pour préserver le jury populaire, moi j'en vois au moins 4, dont une dont on n'a pas beaucoup parlé, et je vais insister dessus parce que pour moi c'est extrêmement important. La première raison dont on a déjà beaucoup parlé, c'est la dimension démocratique. C'est évident. Et d'ailleurs, alors pour l'anecdote, j'étais hier dans un débat. Je faisais un débat avec un député de la majorité actuelle, donc un député Renaissance qui s'appelle Stéphane Mazard, et qui a été le porteur de la loi de programmation initiale, qui prévoit justement la création de ces cours criminelles départementales. Et il commence son intervention en me disant que le combat que nous menons est un très beau combat et qu'il y souscrit à 100%. Alors, c'est quand même curieux. Alors, je me suis permis de le dire, même si c'est quelqu'un de très sympathique. Je lui ai dit, si vous êtes viscéralement attaché au jury populaire de cour d'assises, il y a peut-être une meilleure manière de le montrer que de le supprimer dans 60% des cas. Il faut reconnaître que c'était pas la meilleure chose à faire. Bon, c'est une évidence que c'est un recul démocratique et personne ne le conteste. Personne ne conteste que c'est un recul démocratique et ça devrait déjà suffire à nous émouvoir et à nous mobiliser. C'est un recul démocratique et je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure parce que pourquoi à la Révolution finalement on décide de faire du jury populaire d'ailleurs le pivot de notre justice criminelle. À l'époque il avait une place plus importante qu'il n'a aujourd'hui. On le met en place parce que sous l'Ancien Régime, donc la justice qui a précédé à la Révolution, on avait un phénomène d'arbitraire judiciaire extrêmement important. Et on a voulu mettre cet œil des citoyens, et plus qu'un œil d'ailleurs, parce que ça serait le principe de publicité, on a voulu donner aux citoyens une part active dans la justice, pour qu'ils ne soient plus seulement là à subir quelque part les décisions rendues, mais qu'ils y prennent eux-mêmes part. Et ça, c'est une dimension importante. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, c'était en juillet dernier, il y a un rapport qui a été rendu dans le cadre de ce qu'on a appelé les États généraux de la justice, qui a résulté d'une consultation, pas forcément très bien menée d'ailleurs, on pourrait en discuter, mais concertation menée entre les avocats, les magistrats et les citoyens. Et une des choses qui est ressortie de ces États généraux de la justice, qui figure dans le rapport qui résume finalement ce qui s'y est dit, c'est qu'il y a un éloignement ces dernières années qui s'est créé entre la justice et les citoyens, un fossé gigantesque qui ne cesse de s'accroître et qu'il conviendrait justement de combler ce fossé. Il va falloir m'expliquer en quoi la suppression des jurys populaires dans 60% des cas serait de nature à combler ce fossé, à retisser ces liens entre la justice et les citoyens. Alors même que le jury populaire est une instance, une institution qu'on a et qui marche bien et qui permet de créer ce lien entre la justice et les citoyens. C'est absurde, c'est complètement à contre-emploi. Donc ça, c'est une première dimension. Et puis, quand même une autre dimension sur la question démocratique. Vous me direz peut-être ce qu'il en est à Lyon. On dit que le jury populaire va disparaître dans 60% des cas. Mais 60% des cas, c'est une moyenne.
Et il se trouve qu'il y a des zones de notre territoire où les infractions qui vont relever de la compétence de ces nouvelles cours criminelles sans juré, alors je ne l'ai pas dit, mais les infractions qui relèvent de la compétence des cours criminelles sans juré, c'est le viol pour 90%, donc c'est presque que du viol en vérité. Ce sont les coups mortels, c'est-à-dire ce qu'on appelle en droit les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est-à-dire quand vous avez voulu être violent avec quelqu'un mais que vous n'avez pas voulu le tuer. Et ce sont les tortures, actes de barbarie et les vols à main armée. Voilà les infractions sommairement qui sont concernées. On pourrait peut-être en rajouter 2-3 autres, comme le faux en écriture publique, par exemple. Mais il y a finalement très peu d'infractions qui sont concernées, si ce n'est les viols. Et pour ce qui est du pourcentage d'affaires qui vont être concernées, donc en moyenne c'est 60%, mais dans certaines zones de notre territoire, c'est beaucoup plus que ça. Moi par exemple, il se trouve que j'habite à Boulogne-sur-Mer, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez que dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est assez proverbial qu'on a beaucoup d'affaires de mœurs, et notamment beaucoup d'affaires de viol. Et il se trouve que dans ma région, les cours criminelles départementales vont devenir compétentes pour 85% des crimes. Ça veut dire qu'on va faire appel à des jurés citoyens que dans 15% des affaires. Les jurys populaires vont presque complètement disparaître de mon territoire. Et pendant ce Tour de France, il se trouve que j'ai commencé par Saint-Étienne, justement. La première étape du Tour de France était à Saint-Étienne. J'ai discuté avec des avocats stéphanois qui m'ont parlé d'une cour d'assises qui n'est pas très loin de Saint-Étienne, qui est la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Et ils m'ont dit que... de l'Ain, pardon, je ne connaissais pas le nom exact. Et ils m'ont dit que au programme de la cour d'assises de l'Ain, on avait en fait 100%, parce qu'il n'y avait pas eu de meurtre cette année, il y a eu 100% d'affaires qui relèvent de la compétence des CCD. Ça veut dire que techniquement, les Bressans ne seront plus, enfin les habitants de l'Ain, je ne sais pas comment on dit, les Adinois, ne seront plus conviés pour juger parmi les jurés populaires. Donc voilà, je crains qu'on s'acclimate finalement à cette disparition des jurés citoyens dans certaines zones de notre territoire et qu'il y ait un effet boule de neige qui fait qu'on se dise finalement ils n'apparaissent plus dans ces territoires, donc finalement pourquoi les conserver ? Deuxième argument, et je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que vous en avez déjà beaucoup parlé, qui milite pour la création des jurys populaires, c'est l'argument de la citoyenneté. C'est une institution qui permet de forger la citoyenneté, qui permet des éclosions citoyennes. Et vous avez dit quelque chose de très juste, je reviendrai simplement là-dessus, quand vous avez dit que quand les jurés vivent cette expérience, ils ont tendance à la partager. Et ça, c'est très vrai, et c'est étayé, encore une fois, par un nombre important d'ouvrages qui ont été écrits sur la question, par des ethnologues, des sociologues. Les jurés vivent à ce moment-là une expérience profondément marquante, encore une fois, une transformation citoyenne, et une expérience forte, par conséquent, et dont ils vont avoir tendance, naturellement, à s'ouvrir à leur entourage. Et je vous le dis parce que souvent, un argument qu'on m'oppose dans le cadre de ce Tour de France, c'est de me dire, mais finalement, tu te bats pour quoi ? Tu te bats pour à peu près 20 000 citoyens par an qui vont siéger aux assises. Alors maintenant, ils ne seront plus que 10 000. Tu te bats pour 20 000 citoyens par an, c'est pas grand-chose. Et à chaque fois, à cet argument-là, je réponds, mais on ne devrait pas dire 20 000 citoyens, en fait. On devrait dire 20 000 porte-voix. 20 000 porte-voix. C'est 20 000 personnes qui vont elles-mêmes parler de ce qu'elles ont vécu à, je ne sais pas, 5, 10, 20 personnes, peut-être plus. Et ça va permettre de transformer la vision non seulement de ceux qui ont été jurés, mais aussi de complexifier la vision de ceux avec qui ils vont parler de leur expérience. Et je pense que c'est une dimension extrêmement importante de la question. Un troisième argument, et j'y tiens vraiment à celui-ci, je pense vraiment que cette disparition, cet effacement des jurys populaires, c'est une énorme régression pour la cause féministe. Pourquoi c'est une régression pour la cause féministe ? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cours criminelles départementales, elles seront essentiellement compétentes pour juger des viols. 90% de leur contentieux, ça va être des viols. Ça veut dire, si je résume à grands traits, qu'on a créé une sorte de super tribunal correctionnel ou une sorte de sous-cour d'assises, c'est selon, pour donner le terme que vous voulez, pour juger les viols. Je dis sous-cour d'assises parce que manifestement, c'est des infractions qui ne sont pas assez graves, et ça c'est les termes de notre ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, c'est des crimes qui sont moins graves que les autres, donc on peut se permettre de les juger différemment. Donc en fait, on se retrouve dans un système où il y a les crimes de première division, donc les meurtres, les empoisonnements, les assassinats qui, eux, vont toujours être jugés par des jurés citoyens, qui vont bénéficier de ce regard citoyen, et les autres crimes, dont le principal représentant est le viol, qui vont plus mériter ce regard citoyen. C'est quand même curieux, à une époque où la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes a été érigée en grande cause du quinquennat, de choisir ce moment-là précisément pour supprimer les jurés citoyens pour juger ce type d'affaires.
Vous savez peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans l'actualité, qu'il y a environ 1 mois, 3 semaines, 1 mois, il y a eu un hommage qui a été rendu à Gisèle Halimi, l'avocate Gisèle Halimi, par le président de la République, hommage qui, entre parenthèses, a été boycotté par la quasi-totalité des organisations féministes, alors pas seulement à cause des cours criminelles départementales, évidemment, mais en partie à cause des cours criminelles départementales. Parce que Gisèle Halimi, elle s'est battue pendant sa carrière professionnelle pour que les viols soient jugés comme des crimes de sang, comme les crimes de sang. Et je regrette de le dire, mais depuis le 1er janvier 2023, les viols ne sont plus jugés comme des crimes de sang. On a créé une procédure particulière, une procédure dégradée par rapport à celle qu'on connaît pour les autres infractions qui sont, je vous disais, le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement notamment. Donc ça, c'est un argument important, et sachez, je vous le dis, qu'il y a de plus en plus d'organisations, de collectifs féministes qui rejoignent notre combat en ayant bien conscience de cette dimension-là du problème. Et pour terminer là-dessus, c'est une anecdote, mais donc depuis que je mène ce combat, j'ai eu quelques sollicitations médiatiques qui venaient de l'étranger. J'ai eu quelques sollicitations médiatiques, notamment venant de Suisse, de Belgique, du Royaume-Uni. Et la première question qu'ils m'ont toujours posée, systématiquement, et ça m'a un peu étonné au départ, c'est pas tellement la question démocratique qui venait plutôt en second lieu, c'est celle que je viens de vous exposer. La question était, mais finalement, en France, pourquoi vous faites une juridiction spéciale pour les viols où il n'y a plus de jurés ? Et je leur répondais, je vous retourne la question, je ne sais pas vraiment. Si, en fait, je sais un peu, c'est parce qu'il y a un autre objectif dont on n'a pas parlé ce soir qui s'appelle la décorrectionnalisation. Je vous en dirai 2-3 mots juste après. Et enfin, 4e pilier de la contestation, avant de venir sur le rapport lui-même, le rapport d'expérimentation des cours criminelles départementales, et je ne vais pas trop insister là-dessus non plus parce qu'on a déjà beaucoup parlé, je pense que ces cours criminelles départementales, c'est une régression pour la qualité de la justice. Parce que, encore une fois, personne ne reproche rien en fait aux cours d'assises. Tout le monde reconnaît que les cours d'assises rendent une excellente justice. Tout le monde reconnaît, et vous avez utilisé certains termes, que c'est une justice de luxe, que c'est le joyau de la couronne, que c'est la Rolls-Royce des procès criminels. Enfin, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Le problème qu'on a aux assises, en revanche, c'est qu'elles prennent du temps. Elles prennent du temps, et vu qu'il y a beaucoup d'affaires à juger et qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats pour juger ces affaires, qu'il n'y a pas suffisamment de salles d'audience, que bref, la justice manque de moyens, il est vrai qu'il y a plusieurs affaires qui sont en attente pendant de très longs mois. Et la solution qu'on trouve pour résoudre ce problème, c'est pas de donner plus de moyens à la justice pour que les assises fonctionnent bien, c'est de créer cette espèce de procédure un petit peu hybride entre l'oralité et l'écrit, où on va aller plus vite. On va aller plus vite. Et je pense que véritablement, ce logiciel est mauvais. Ce logiciel est mauvais parce que c'est un logiciel qui fait perdre énormément de qualité à la justice qui est rendue et qui lui fait perdre aussi, j'irais même jusqu'à dire, une partie de sa légitimité. Qui lui fait perdre une partie de sa légitimité parce qu'on oublie le paramètre humain qui devrait être au fondement de nos procédures judiciaires. Donc voilà, à grands traits, les 4 arguments principaux, et qui je pense sont des arguments extrêmement solides, qui militent pour qu'on sauve ces jurys populaires. Alors maintenant, j'en viens au rapport qui a été rendu au sujet de l'expérimentation de ces cours criminelles départementales qui, encore une fois, fonctionnent avec seulement 5 magistrats, donc il n'y a plus de jurés, et qui ont été expérimentés dans 15-20 départements pendant 3 ans. Les objectifs qui étaient clairement affichés, c'était de gagner du temps, de gagner de l'argent, de faire des économies, et de décorrectionnaliser. Alors je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que la correctionnalisation. La correctionnalisation, c'est une sorte de fiction juridique par laquelle on considère que le viol notamment ne doit plus être qualifié comme viol, mais comme agression sexuelle, pour pouvoir être jugé plus rapidement devant un tribunal correctionnel. Donc en gros, on oublie notamment la circonstance qu'il y a eu pénétration, pour être très clair, et on fait passer cette affaire-là au tribunal correctionnel avec l'idée que ça sera jugé plus vite. Et l'idée de la loi, c'était de dire, avec ces cours criminelles départementales, vu que justement elles vont juger plus vite que les assises, ça va permettre d'éviter ce phénomène de correctionnalisation. Et c'est ça qu'on appelle la décorrectionnalisation. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est de ces 3 objectifs, et vous allez voir qu'en réalité, quand on lit le rapport d'évaluation qui date d'octobre 2022, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun de ces objectifs qui est atteint. Aucun.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce rapport, deux choses quand même concernant ce rapport. La première chose, c'est qu'il date d'octobre 2022, ce rapport, hein, alors que la généralisation des cours criminelles départementales, qui aurait dû normalement se fonder sur ce rapport d'évaluation, a été décidée en décembre 2021. Ça veut dire qu'on a décidé de généraliser le dispositif alors qu'on a eu le retour d'expérience 1 an plus tard. Ce qui, quand même, en termes de processus législatif, est d'une logique assez douteuse. C'est-à-dire qu'en gros, vous décidez d'abord et puis vous réfléchissez ensuite. Hein, ce qui est assez paradoxal. Et deuxième chose par rapport à ce rapport d'octobre 2022, c'est qu'il date d'octobre 2022, et puis du coup tous les chercheurs dont je fais partie, puis les avocats aussi je présume, et les magistrats également, attendaient en fait ce rapport d'évaluation, et puis on sait qu'il a été rendu mais il n'est pas publié. Et il faut attendre novembre 2022 pour qu'il soit publié sur Internet et qu'on puisse le consulter. Et alors je me suis demandé, mais pourquoi ça a pris 1 mois et demi avant que ce rapport soit mis en ligne. Et d'ailleurs, si vous le cherchez sur Internet aujourd'hui, vous ne le trouverez pas sur le site du ministère de la Justice, alors même que le rapport a été rendu au garde des Sceaux. Et la réponse, je l'ai eue par un sénateur écologiste qui s'appelle Guy Benaroche, qui siégeait dans le comité d'évaluation et de suivi. C'est que le rapport a bien été rendu en octobre 2022. Et voyant qu'il n'était pas publié, ce sénateur questionne le garde des Sceaux au Sénat, qui, dans le cadre d'une audition, elle lui demande, Monsieur le garde des Sceaux, on vous a rendu un rapport, est-ce qu'il est public ? Et le garde des Sceaux est un peu embêté, donc il consulte son conseiller à droite, il consulte son conseiller à gauche, et il lui répond oui, monsieur le sénateur, le rapport est public, vous pouvez le publier. Donc il délègue en fait la publication du rapport au sénateur, et ce qui est un signe déjà. Ça montre que le rapport, il n'est pas très à l'aise avec. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il ne se trouve pas sur le site du ministère de la Justice. Bon, voilà pour le contexte. Maintenant, si on vient sur le fond. Pour ce qui est de la décorrectionnalisation dont je vous parlais, vous savez, donc l'idée qui est louable en soi, hein, tout à fait louable, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, éviter que les viols soient sous-qualifiés en agression sexuelle. Bien, le rapport dit que ça ne marche pas. Le rapport dit qu'il n'y a aucune décorrectionnalisation significative qui a pu être mesurée dans les départements d'expérimentation. Si je suis un peu plus fin dans l'analyse, il y a des départements où on a pu vérifier s'il y avait décorrectionnalisation et on nous dit qu'il n'y en a pas. Et il y a d'autres départements où on nous dit on n'avait pas les instruments statistiques pour mesurer s'il y avait cette décorrectionnalisation, parce que ce n'est pas si simple en vérité de vérifier si elle a lieu, mais du ressenti même des professionnels, soit il n'y en a pas eu, soit il y en a eu, mais de manière infinitésimale. Donc, c'est quand même un des principaux piliers de la réforme qui s'effondre en lisant le rapport, et c'était peut-être le pilier qui la rendait le plus acceptable, finalement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, les délais. Alors, si on lit le rapport entre les lignes, ce qu'on comprend, c'est qu'on gagne un peu de temps à ce qu'on appelle l'audiencement. On gagne un peu de temps à l'audiencement, c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre le moment où la personne est renvoyée devant la juridiction criminelle, enfin en l'occurrence la cour criminelle, et le moment où elle est effectivement jugée. Et il se trouve qu'on gagne, si on lit le rapport entre les lignes, à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Ce qui est plutôt pas mal. On peut se dire, c'est plutôt positif, finalement, les gens vont être jugés un petit peu plus rapidement. Mais en vérité, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça pour toute une série de raisons. La première, vous l'avez déjà dite, c'est qu'il y a plus d'appels. Le taux d'appel des décisions rendues par les cours d'assises, c'est à peu près 15% en moyenne, ou 17% pour les viols, si je reste sur les viols. Et pour les cours criminelles départementales, c'est 21% au global et 23% pour les viols. Donc on a un taux d'appel qui est plus important pour ces juridictions. Ça veut dire qu'il va falloir rejuger les affaires une deuxième fois dans un nombre d'hypothèses beaucoup plus important. Donc ça signifie, si je résume, que le petit temps que vous gagnez en amont, vous le reperdez en aval parce qu'il faut rejuger, avec en plus toutes les conséquences que ça a pour les accusés, les victimes de devoir refaire un procès, pour la victime de devoir revivre le traumatisme, pour l'accusé de devoir revivre cette épreuve-là. Bref, pour les témoins aussi d'ailleurs qui vont être convoqués, c'est pas évident. Donc, si on regarde au global, on s'aperçoit en réalité qu'on ne gagne pas beaucoup de temps, voire pas de temps du tout. Autre élément. Alors, il y a ce problème de l'appel, mais ce n'est pas du tout le seul. Il y a un autre élément qui tient au fait que devant ces cours criminelles départementales, vous n'avez pas 3 magistrats comme aux assises. Aux assises, vous savez, c'est 3 magistrats en exercice, et puis à côté, c'est 6 jurés citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
Devant les cours criminelles, c'est 5 magistrats. Ça veut dire qu'il faut mobiliser 5 magistrats pour juger ces affaires. Et ces 5 magistrats, c'est qui? C'est celui qui préside, alors ça va être un président d'assises qui ponctuellement sera président de cour criminelle, mais les 4 autres, c'est qui? C'est parfois des magistrats en exercice, et parfois, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu de manière ironique, mais les retraités, alors ce qu'on va appeler les magistrats honoraires, ou les magistrats à titre temporaire, ou des avocats honoraires. Il y a des avocats maintenant qui vont siéger aux assises. Alors, si on est dans la configuration où les 5 magistrats, c'est 5 magistrats en exercice, ça veut dire que donc, outre le président, il y aura 4 assesseurs qui sont généralement, des juges aux affaires familiales, des juges d'instruction habituellement, et qui vont venir ponctuellement dans les cours criminelles pour juger ces affaires. Donc, ces magistrats-là, on va les soustraire de leur contentieux de base pour venir siéger ponctuellement devant les cours criminelles. Et vu qu'il y a 5 magistrats au lieu de 3, ça veut dire qu'il va falloir les appeler plus souvent devant ces cours criminels. Et les échos que j'ai de terrain, alors là je ne sais pas par exemple à Lyon quel est le taux, mais je sais qu'à Boulogne-sur-Mer, eh bien la charge de travail au criminel des magistrats assesseurs va augmenter de 50%. Ça veut dire que, à Boulogne-sur-Mer, encore une fois c'est l'exemple, hein, un magistrat en moyenne passait 2 semaines et demie, 3 semaines aux assises par an. Eh bien avec les cours criminels départementales, il passera plus 2 semaines et demie, 3 semaines, il passera 4 semaines et demie, 5 semaines devant les cours d'assises, plus les cours criminels. Ça veut dire que pendant 4 semaines et demie, 5 semaines, ces magistrats ne pourront plus se consacrer à leur contentieux de base. Le JAF va lâcher ses affaires familiales, le juge d'instruction va lâcher son cabinet d'instruction. Et c'est sûr qu'on vit dans un pays où la justice rendue aux affaires familiales se le fait dans des délais tout à fait raisonnables. On peut donc se permettre de prendre au juge encore 2 semaines supplémentaires. On est dans un pays où en matière d'instruction, ça va très bien, les instructions se rendent dans des délais tout à fait raisonnables. On peut se permettre de prendre au juge d'instruction 2 semaines supplémentaires. Non, évidemment, je suis ironique. Ça veut dire que, en gros, pour gagner un petit peu de temps à l'audiencement devant les cours criminelles départementales, vous perdez du temps sur tous les autres contentieux. Donc si vous faites une analyse globale de la situation, vous vous rendez compte que vous, en réalité, vous ne gagnez pas de temps. Alors on me répondra que oui, c'est vrai, mais dans d'autres situations, il n'y aura pas justement ces 5 magistrats en exercice, il y aura ces magistrats honoraires, ces avocats honoraires et ces magistrats à titre temporaire. Très bien. Alors déjà, il faut savoir que ces magistrats honoraires, magistrats à titre temporaire, eux aussi ils siègent dans d'autres dossiers. Ils ne font pas que des cours criminels, donc eux aussi, ils vont avoir plus de travail. Et puis la deuxième chose, c'est que ces magistrats honoraires, avocats honoraires, magistrats à titre temporaire sont très inégalement répartis sur notre territoire. Il y a des juridictions où ils sont relativement nombreux, ils vont pouvoir effectivement combler les manques. Puis il y a des juridictions, ce que dans le rapport on qualifie de territoire moins attractif, où il n'y a pas d'avocats honoraires, déjà il n'y en a pas encore, où il y a peu de magistrats honoraires, il y a peu de magistrats à titre temporaire. Donc il n'y aura personne en fait pour combler le vide. Et exemple qu'on peut donner qui est dans la presse, hein, vous pourrez chercher, tribunal judiciaire de la Sarthe, dans le Mans, enfin au Mans, pardon. Tribunal judiciaire de la Sarthe au Mans. Ils font face justement à un déficit de magistrats pour siéger dans ces cours criminels, à tel point que le tribunal de police qui est chargé de juger les contraventions a fermé pendant 6 mois, parce qu'il n'y a plus de magistrats pour y siéger. Donc il n'y a plus de tribunal de police au Mans entre le 1er janvier 2023 et le 1er juin 2023. Donc, toutes ces affaires-là sont renvoyées à 2024, avec en plus des problèmes de prescription, parce qu'en matière de contravention, les prescriptions sont assez rapides. Et par ailleurs, 15 audiences correctionnelles, donc 15 audiences pendant lesquelles on juge des délits, on en juge beaucoup, ne serait-ce qu'en une journée d'audience. 15 journées d'audience ont également été supprimées, à cause de la surmobilisation des magistrats pour siéger dans ces cours criminelles départementales. Et c'est ça qu'on appelle du gain de temps. Excusez-moi, si vous faites une analyse un peu globale de la situation, en réalité, vous ne gagnez pas de temps, vous en perdez. Et enfin, troisième argument, celui du coût. Alors, qui d'ailleurs, entre parenthèses, pour ma part, ne me soucie absolument pas. Enfin, encore une fois, on a bien compris à travers nos différentes interventions. Je pense que si on veut une bonne justice, à un moment donné, il faut y consacrer des moyens aussi. Donc moi, que ça coûte un peu moins cher les cours criminelles départementales, franchement, c'est pas mon sujet. Mais tout de même si on reprend la rhétorique de l'adversaire, si on reprend les arguments de l'adversaire et qu'on regarde les coûts. Alors ce que dit le rapport, c'est qu'une journée en cour d'assises, ça coûte à peu près 1 000 € de plus qu'une journée en cour criminelle départementale.
parce qu'il faut indemniser les jurés, donc les jurés sont indemnisés à peu près 90 € par jour, ce à quoi il faut ajouter les frais de repas qui sont royalement élevés à la somme de 15 € plus les nuitées. Donc tout ça, ça nous fait un coût qui apparemment excède de 1 000 € ce qu'on va attribuer chaque jour aux magistrats professionnels. Alors, sauf que, déjà, première nuance, c'est que après que le rapport a été rendu, donc c'était en octobre 2022, il y a 2 arrêtés qui ont été pris par le garde des Sceaux. Premier arrêté dans lequel il fixe la rémunération des avocats honoraires. Parce que ces avocats honoraires des avocats honoraires qui peuvent siéger aux assises, aux cours criminelles, pardon. Et pour rendre ce métier attractif, le montant de la rémunération qui a été prévu est quand même assez élevé. Et il correspond à 3 fois ce que touchent les magistrats à titre temporaire. Du coup, pour ne pas créer de discrimination, il y a un deuxième arrêté qui est pris le même jour, où on multiplie par 3 la rémunération des magistrats à titre temporaire. Et ça, du coup, il faut aussi le prendre en compte dans le calcul. Donc ça veut dire qu'au final, si vous faites le calcul, eh bien, en vérité, une journée en cour criminelle départementale, ça coûte effectivement un peu moins cher qu'aux assises, ça coûte 735 € de moins. C'est donc pour 735 € de moins par audience qu'on sacrifie les jurys populaires, alors que c'est un héritage de la Révolution. Vous voyez à peu près où on en est. Et c'est pas tout. Parce que ce que dit le rapport aussi, c'est que pour que les cours criminelles atteignent leurs objectifs, à savoir gagner du temps et éventuellement faire un peu de décorrectionnalisation, il ne faut pas qu'elles fonctionnent en même temps que les assises, enfin, il ne faut pas qu'elles fonctionnent, à la place des assises, il faut qu'elles fonctionnent en même temps. Il faut qu'on puisse avoir à la fois des sessions de cour criminelle départementale, des sessions d'assises, plus les tribunaux correctionnels qui fonctionnent bien. Il faut que toutes ces 3 juridictions s'articulent harmonieusement. Et le rapport insiste sur quelque chose de très simple, mais c'est vraiment très très simple, c'est que pour ça fonctionne, il faut plus de magistrats, plus de greffiers, et il faut aussi, un truc très bête, c'est de la place. Il faut des salles d'audience. Parce que les cours criminelles départementales, vous n'allez pas les faire siéger sur le parvis du tribunal ni dans le parc d'à côté, il faut bien les faire siéger dans des salles d'audience. Or, il se trouve que, on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de greffiers, on n'a pas assez de salles d'audience. Alors, il y a une vague de recrutement qui a été annoncée par le garde des Sceaux, 1500 magistrats à l'horizon 2027. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne suffit pas à résoudre le problème. Déjà parce que, vous en avez peut-être entendu parler d'ailleurs, il y a une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde il y a à peu près 1 an et demi, qu'on a appelée la tribune des 3000, qui a été signée par 3000 magistrats. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux, je crois qu'ils sont presque 6000 ou 7000 à l'avoir signée. Et qui dénonçait justement les conditions de travail des magistrats qui devaient choisir entre faire du stock ou la qualité. Et on leur demande souvent de faire du stock plutôt que la qualité. Suite à cette tribune, les chefs de cour ont fait remonter un chiffre au garde des Sceaux, le chiffre du nombre de magistrats qu'il faudrait pour qu'on soit à plein effectif, pour que les juridictions fonctionnent bien. Et laissez-moi vous dire que les chefs de cour, ce n'est pas des grands révolutionnaires. Ils ont voulu produire un chiffre, donner un chiffre au garde des Sceaux qui était un chiffre raisonnable. Et ce chiffre, qui correspond à la situation actuelle et pas à la situation dans 4 ans où on aura une demande de justice beaucoup plus forte, ce chiffre, c'est de 5000 magistrats. Et le garde des Sceaux nous promet 1500 magistrats dans 4 ans. Donc je ne dis pas que c'est un mauvais... Enfin, c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens, dans le sens où il y a plus de magistrats, mais par rapport à ce qui serait nécessaire, c'est très inférieur, c'est totalement sous-dimensionné par rapport aux besoins. Donc c'est un premier point. Deuxième point, là encore une fois, c'est tellement évident que j'ai presque peine à le dire, mais les 1500 magistrats qui vont arriver pour renforcer ces cours criminels, c'est dans 4 ans, alors que les cours criminels, c'est maintenant. Donc ça veut dire qu'on assume implicitement que pendant 4 ans, ces cours criminels départementales vont fonctionner en état de sous-effectif. Il faut juste le lire entre les lignes. Donc pendant 4 ans, débrouillez-vous. Faites comme vous pouvez. Alors qu'on est en train de parler de jugement des crimes. Vous voyez ? C'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Donc voilà pour la question des coûts. Et j'ajoute, oui, que le rapport dit que justement il n'y a pas assez de salles d'audience dans les tribunaux et qu'il va falloir en construire. Donc là aussi, en termes de coûts, et le rapport est d'ailleurs même pas capable de chiffrer, tellement c'est faramineux, combien ça va coûter de devoir construire de nouvelles salles d'audience dans beaucoup de nos tribunaux. Donc voilà pour le bilan, qui, comme vous le voyez, n'est pas flamboyant des cours criminelles départementales. Alors, pour terminer, c'était la troisième partie de mon propos, les solutions. Alors, il y a 2 solutions dont je vais vous parler, une solution politique, une solution juridique à la question.
La solution politique, ça se traduit par une pétition que j'ai déposée sur le site du Sénat il y a quelques mois maintenant, en début d'année, que vous pouvez retrouver sur un site internet que j'ai également créé qui s'appelle sauvonslesassises.fr. Et l'idée, c'est que si cette pétition recueille 50 000 signataires avant le mois de juillet de cette année, elle sera discutée au Sénat. La conférence des présidents du Sénat s'en empara et le texte sera discuté. Donc j'en appelle à votre bon cœur et bien sûr à votre mobilisation pour discuter de cette position. Pardon ? Et à votre sens de citoyen, exactement, pour que cette pétition fructifie. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme vous le voyez à travers nos interventions, on est quand même sur un sujet extrêmement important. Deuxième issue possible, c'est une issue juridique. Il existe dans notre pays une procédure, je ne sais pas si vous la connaissez tous, qui a été créée assez récemment d'ailleurs, qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. La QPC pour les intimes. Alors la QPC, c'est un mécanisme par lequel, à l'occasion d'un litige, donc typiquement un accusé qui est renvoyé devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle départementale, vous contestez la loi qu'on cherche à vous appliquer en prétendant qu'elle n'est pas conforme à la Constitution, qui est un peu notre norme fondamentale. Et je pense que les cours criminelles départementales ne sont pas conformes à la Constitution. Et il y a au moins deux arguments, je pourrais en développer d'autres, mais il y a au moins deux arguments qu'on peut développer qui vont dans ce sens. Premier argument, dans la Constitution, vous avez une notion qui apparaît, qui est la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Encore une fois, pour les intimes, c'est PFR-LR. Ça renvoie aux premières années d'études de droit, donc les juristes connaissent bien ça. Et je pense qu'on peut considérer que le principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun est un PFR-LR, donc est un principe fondamental reconnu par les lois de la République que par conséquent, le législateur, celui qui fait les lois, n'a pas le droit de violer. Et ces cours criminelles départementales, à mon sens, elles violent ce principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est quoi les critères en fait d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République? Il n'y en a pas beaucoup, c'est quelque chose en vérité juridiquement de pas très très bien défini, mais en gros, il faut que ce soit quelque chose qui touche profondément à la vie de la collectivité, une institution importante, et je pense qu'on sera d'accord pour dire que le jury populaire, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique en matière judiciaire, c'est difficile de faire plus important. Questionner n'importe qui, demandez-lui, c'est quoi la première image de la justice qui te vient quand je te parle de justice pénale? Assez souvent, vous allez avoir dans les premières réponses le jury populaire. On est sur quelque chose, encore une fois, qui appartient presque à notre inconscient judiciaire collectif. Bref, on touche à quelque chose de fondamental. Et le deuxième critère, pour que ce soit reconnu comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est qu'il faut que ce principe ait survécu à toutes les périodes républicaines sans exception. Toutes les périodes républicaines depuis finalement la Révolution, en théorie. Et si vous faites une analyse historique de cette question, vous vous apercevez que le jury populaire, il a été consacré par presque toutes les constitutions de l'ère républicaine, et que dans les cas où il n'était pas consacré par la Constitution, son principe même n'a jamais été remis en cause. Il y a eu quelques exceptions qui ont été faites, mais pour les crimes politiques ou pour les crimes militaires. Mais en revanche, il n'y a pas d'exceptions qui ont été faites, ou des exceptions dans des contextes vraiment extrêmement tendus, notamment pendant la terreur. Il n'y a pas eu d'exception qui viendrait invalider ce principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun. Et j'insiste vraiment sur cette notion de crime de droit commun. Et d'ailleurs, il se trouve que la question avait été posée, mais mal posée, en 1986, lorsqu'on a créé les cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme. On a parlé, vous savez, pendant le procès V13, là. Ces cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme n'y siègent que 5 magistrats, il n'y a pas de juré, comme les cours criminelles départementales dont on est en train de parler. Et à l'époque, ça avait soulevé une contestation de la part de sénateurs qui avaient posé justement une question au Conseil constitutionnel. Alors, ce n'était pas une QPC, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais qui avait saisi le Conseil constitutionnel en demandant si ce n'était pas non conforme au principe d'intervention du jury. Le problème, c'est qu'à l'époque, juridiquement parlant, les sénateurs, ils ont mal posé la question. C'est-à-dire qu'ils ont invoqué le principe d'intervention du jury, mais ils n'ont pas qualifié comment ils percevaient ce principe. Ils ne l'ont pas présenté comme étant un PFR-LR. Et le problème,
c'est que ça a ouvert un boulevard monumental au Conseil constitutionnel pour ne pas répondre à la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 86, on a encore, si vous allez sur Internet, le compte-rendu des séances du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on voit les échanges qui ont eu lieu entre les différents membres du Conseil constitutionnel. Et à l'époque, le président du Conseil constitutionnel, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, il s'appelle Robert Badinter. Et au sein du Conseil constitutionnel, il y avait un autre juriste qu'on connaît bien quand on est juriste, c'est Georges Vedel. Et on les voit discuter de cette question-là, et les deux, ils ne sont pas d'accord. Robert Badinter, pour lui, c'est un PFR-LR, très clairement, et il donne toute une série d'arguments. Alors ils disent que, en fait, ce que je viens d'exposer, que ça a toujours été consacré par les constitutions ou dans la loi. Il a dit qu'il n'y a jamais eu d'exception pour les crimes de droit commun. Il insiste bien sur ce notion de crimes de droit commun. Et il fait face à Georges Vedel qui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il lui dit, alors bon, d'accord à la limite, si on restreint ça aux crimes de droit commun, pourquoi pas, mais quand même, le jury populaire, à travers l'histoire, il n'a pas toujours fonctionné de la même manière. Quelquefois, il a statué simplement sur les faits, il ne statuait pas sur la culpabilité. Quelquefois, il statuait avec des magistrats, quelquefois sans des magistrats. Donc en fait, on ne peut pas voir de cohérence. Et Robert Badinter lui répond, bah si, la cohérence, c'est l'intervention du jury. Principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun. Et alors finalement, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord du tout. Et Georges Vedel, qui en plus était le rédacteur de la décision, décide de botter en touche. Et quand on lit la décision, on le voit bien. Et il dit « Je ne consacre pas le principe d'intervention du jury comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais je n'écarte pas non plus cette hypothèse. » Et il ajoute « Dieu merci ». Ce qui est quand même... Et ce Dieu merci est génial parce que ça veut dire en gros qu'il ne voulait pas que ce principe soit reconnu comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais il ne voulait pas non plus être le fossoyeur de cet éventuel principe. Donc ça montre quand même qu'il y a une charge symbolique importante, charge historique importante, et je crois que c'est le moment de poser la question au Conseil, et de bien la poser, en invoquant bien cette notion de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Deuxième idée de QPC, c'est donc nos questions prioritaires de constitutionnalité. C'est un problème qui a trait au principe d'égalité des citoyens devant la justice. Devant les cours d'assises, vous êtes jugé par 3 magistrats, et 6 jurés citoyens, donc 9 personnes. Et pour que la culpabilité soit votée, donc pour que la personne soit reconnue coupable, il faut que 7 personnes se soient exprimées en ce sens. Donc ça veut dire qu'il faut 7 voix contre 2 pour voter la culpabilité. Devant les cours criminelles départementales, c'est la majorité simple. Il y a 5 magistrats, et bien s'il y en a 3 qui votent la culpabilité, ça suffit pour condamner la personne. Donc ça veut dire que statistiquement, si on fait simplement des stats, vous avez plus de chances d'être condamné devant une cour criminelle départementale parce qu'il n'y a pas de majorité qualifiée, il suffit d'une majorité simple pour être condamné. Et le même problème s'était justement posé en 86 quand on a créé les cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme. Et à cette occasion, le Conseil constitutionnel avait reconnu qu'il y avait une différence de traitement entre les personnes jugées aux assises standards et celles jugées devant les cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme où il n'y a pas de juré. Mais le Conseil a admis malgré tout ces cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme, a considéré qu'elles étaient conformes à la Constitution, parce que cette différence de traitement était justifiée du fait que dans les affaires terroristes, il y a un risque de pression sur les jurés. Ce qu'on peut entendre. Alors, on pourrait en débattre d'ailleurs, parce qu'en Belgique, par exemple, les cours d'assises fonctionnent également avec des jurés, y compris pour juger les affaires de terrorisme, donc je ne suis pas certain que notre modèle soit totalement idéal sur ce point-là, on pourrait en débattre, mais en tout cas, le Conseil donc, dit qu'il y a une différence de traitement, donc ça pourrait être inconstitutionnel, mais c'est justifié parce qu'il y a un risque de pression sur les jurés. Ce risque de pression pour les affaires qui relèvent de la compétence des cours criminelles départementales n'existe pas. Il n'y a pas de risque de pression particulier dans les affaires de viol ou dans les affaires de coups et blessures. Enfin, il n'y a pas de risque particulier. Ça veut dire que pour trouver une justification à cette différence de traitement, il va falloir aller chercher ailleurs. Et si la justification, c'est de dire que ça coûte moins cher, je pense que le Conseil constitutionnel va bien rigoler. Si la justification, c'est de dire que ça fait gagner du temps alors qu'on a un rapport d'expérimentation qui nous dit le contraire, ou que ça permet de décorrectionnaliser alors qu'on a un rapport d'expérimentation qui nous dit le contraire, ça risque d'être insuffisant pour justifier la différence de traitement. Donc je pense qu'on a là
deux questions prioritaires de constitutionnalité qui peuvent être victorieuses. Je peux en ajouter une troisième. Les cours d'assises sont composées de jurés tirés au sort sur des listes électorales, donc personne ne sait à l'avance qui va être juré. Les cours criminelles départementales sont composées de magistrats choisis par le premier président. Alors, la majorité demandée par les cours d'assises normales, ça fait que les jurés tirés au hasard ou la composition provenant du hasard noie les magistrats professionnels choisis par le premier président. En revanche, la Cour criminelle départementale, c'est tous des gens choisis par le premier président. Il n'y a pas de hasard. Et là, me semble-t-il, c'est un vrai problème. Donc, ça peut alimenter encore vos QPC. Je la rajouterai volontiers à la liste des QPC proposés. Ça nous fait donc trois armes potentielles qui, de surcroît, peuvent être activées assez rapidement, parce qu'on en discutait avant l'intervention. Il se trouve qu'il est possible de poser directement une question prioritaire de constitutionnalité devant une cour criminelle départementale. Donc je crois qu'à Lyon, les premières, c'est en juin, c'est ça ? Alors, ce qui est bien, quand on participe à ce genre d'événement qu'on phosphore tous ensemble, c'est qu'on rencontre les volontés et les réflexions. On a un dossier au cabinet qui va venir fin juin, puisque c'est la première date de session des cours criminelles départementales dans le Rhône, et on va déposer les QPC avec votre aide. Voilà. Donc je prenais des notes, je prenais les éléments. Après, il faut convaincre aussi le président, la Cour, et puis ensuite la Cour de cassation, parce que c'est le filtre. Hein. On n'atteint pas le Conseil constitutionnel comme ça. Et ce qui permet, une fois le filtre passé, je vous le disais, vous le savez, que tout citoyen peut s'associer à la QPC, et ce serait l'occasion aussi pour vous de venir devant le Conseil constitutionnel si on monte par le biais de cette QPC. Donc à phosphorer, et moi je suis absolument partant pour déposer lors de ce dossier au mois de juin cette QPC qu'on va travailler ensemble, bien évidemment. Hein. La paternité, elle sera partagée et grandement par votre réflexion. Mais il faut combattre. Il ne faut pas baisser les armes, comme vous le disiez. Il faut combattre. Vous avez le lance-pierre, moi j'ai le caillou. Et puis on peut essayer d'atteindre tout ça en parfaite harmonie. Donc voilà, oui, on peut fin juin déposer cette QPC devant le président de la Cour criminelle départementale, devant cette juridiction. Et bon, on va y travailler. C'est un sacré teasing quand même qu'on fait là. Mais je pense que ça va donner quand même quelques sueurs froides du côté de la chancellerie, parce que les arguments me semblent quand même assez solides. Donc voilà pour les potentialités à la fois sur le terrain politique à travers cette pétition. Il ne faut pas négliger ce point-là, cette possibilité-là, et puis ces perspectives à travers les QPC.